Mi nombre es Sandra Timol Mayo, tengo 25 años, nací en Madrid y mi profesión es la de consultora o desarrolladora software. Mi trabajo en Microsoft consiste en principalmente desarrolladora de software y, por supuesto, en el departamento de accesibilidad, tanto a nivel de reportar fallos de accesibilidad como a la hora de desarrollar herramientas accesibles. No se suelen tener en cuenta discapacidades múltiples como son la sordoceguera. Plataformas que tienen vídeos y dicen sí, proporcionamos subtítulos para personas con sordera y audiodescripción para personas con ceguera. Y yo digo, vale, pero si yo no puedo escuchar la audiodescripción porque soy una persona con sordera y también soy una persona con ceguera, entonces yo lo que propongo es que la gente proporcione para esos vídeos un archivo incluyendo en texto pues, para que las personas con sordoceguera podamos acceder a esa información mediante nuestra línea Braille. Para mí, el haber recibido el Premio Nacional de Juventud de la categoría de compromiso social ha supuesto una satisfacción personal enorme al haber recibido un premio por algo que yo en el fondo siempre he hecho de corazón y de manera totalmente altruista. Y a veces ha sido todo un reto concienciar a la gente de mi alrededor de que a las personas con discapacidad también nos gusta participar en la vida social, que también tenemos sueños e ilusiones al igual que el resto y que tenemos derecho a un trabajo digno y a ser tenidos en cuenta como los demás. De cara al futuro, lo que hay que mejorar es claramente la concienciación de que existen personas con capacidades diferentes. Si las cosas están adaptadas y son accesibles, las limitaciones no existen. Creo que la clave de la superación está en la motivación, en la ilusión, en el esfuerzo, en la tenacidad. Eso no lo voy a perder, nunca lo he hecho y no creo que sea el momento, así que creo que sí que voy a conseguir todos los retos que me voy planteando. Si tuviera que hacer un balance del tiempo que Sandra está trabajando con nosotros en este último año y calificarlo con algo, ha sido como un tsunami. Llegó y arrasó, nos ha cambiado completamente, hemos tenido que cambiar un montón de cosas y al principio pensamos que todo se iba a reducir en cambiar la localización de las cosas, poner un cartel de minusvalía y ya está, pero no, o sea, eso ha sido solo el 1% de lo que tendríamos que cambiar. Ahora estamos en un momento único, Sandra es única, ha cambiado nuestra forma de hacer las cosas, ha cambiado nuestras experiencias, el balance es muy positivo. Pues ante la pregunta de qué retos son los que nos quedan para el futuro, en empresas como Microsoft, pues dejar de ser aliados de uno, tenemos que movernos al concepto de aliado de todos, aprender de los errores, ser capaces de asumirlo como un desafío y ante todo trabajar como equipo para hacer que las cosas sucedan. No hay límites. Sandra nos ha enseñado que no hay límites. Una recomendación como manager, atrévete. Esto es cuestión de asumir riesgos, es una oportunidad increíble para tu equipo para evolucionar y crecer y aprender. ¿Qué más se puede pedir? Bienvenue à l'événement Juristes et Handicap, organisé par le Cercle Montesquieu, la FJE, Microsoft, Droit commun H et Atorus Executive Search. Je suis Elena Poncharlet, directrice juridique de Microsoft et responsable du projet d'accessibilité et inclusion pour le Cercle Montesquieu. Je voulais vous annoncer que cet événement va être enregistré. Nous avons choisi cette date pour notre événement afin de célébrer la Semaine du Handicap et nous aurions voulu vraiment l'organiser en direct, mais malheureusement, ça n'a pas été possible du fait de la crise sanitaire. L'objectif de cet événement est d'aider les juristes en situation de handicap, car vraiment, nous sommes en face d'un problème majeur et les chiffres nous le disent, avec 12 millions de personnes handicapées en France, ce qui représente 18% de la population. Et au niveau mondial, ce chiffre s'élève à 1000 millions. Et ce handicap n'est pas forcément visible, car les 70% des handicaps ne le sont pas. Mais que ce soit un handicap moteur, sensoriel ou mental, il empêche ces personnes de vraiment pleinement participer dans la société et de retrouver un travail, de vraiment s'insérer dans le monde professionnel.
Et ce constat, il s'alourdit vraiment du fait de la pandémie, car si en temps normal, il est compliqué pour eux de trouver un travail, maintenant que les entreprises sont beaucoup plus regardantes quand elles doivent vraiment trouver une solution d'embauche, eh bien, c'est quand même beaucoup plus dur. C'est pour ça que nous avons voulu faire front commun avec le Cercle Montesquieu, la FJE, parce que c'est les deux associations principales des juristes en France. Et nous avons aussi travaillé avec Droit commun H, qui est une association qui est spécialisée dans l'aide à l'insertion des étudiants de droit et des jeunes juristes pour qu'ils puissent trouver en situation de handicap, pour qu'ils puissent trouver un travail. Et évidemment, le choix de Microsoft n'est pas anodin, car depuis 30 ans, nous travaillons pour rendre nos produits plus accessibles, car vraiment, travailler avec des personnes handicapées et travailler sur des solutions d'accessibilité favorise l'innovation. Et aussi rendre nos produits beaucoup plus universels, parce que finalement, on s'est rendu compte que ces solutions de handicap servent non seulement pour les personnes handicapées, mais pour tout le monde. Tout le monde peut avoir besoin de ces solutions parce qu'il y a malheureusement des accidents de la vie. Et finalement, c'est des fonctionnalités qui sont utilisées vraiment très globalement et très massivement. Nous avons aussi voulu faire savoir plus sur le monde du travail et quel est vraiment l'état des lieux de ces personnes en situation de handicap et plus les aspects RH de comment faire pour les embaucher. Et c'est pour ça que nous avons travaillé avec Atorus Executive Search qui, ensemble avec Droit commun H, ils ont fait une brochure sur le marché du travail auprès des personnes en situation de handicap que vous pouvez avoir après ce séminaire. N'hésitez pas à laisser vos adresses mail, surtout pour les personnes qui se sont inscrites à travers de LinkedIn et pour lesquelles nous n'avons pas de contact. Personnellement, je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer à cet événement et de piloter le projet d'accessibilité et inclusion pour le Cercle Montesquieu, car j'ai un exemple concret dans ma famille, dans la personne de ma cousine Rosa, qui est née avec un fort handicap moteur et qui également l'empêche de s'exprimer avec facilité. Et pourtant, elle a travaillé toute sa vie à la Generalitat de Catalogne, qui est le gouvernement local, et qu'elle a récemment quitté parce qu'elle est partie à la retraite. Mais elle continue vraiment très active, même pendant la retraite. Et elle a toujours été un exemple vraiment des forces de caractère, de jamais baisser les bras et de toujours trouver des solutions pour la faire avancer. Je pense qu'elle, ensemble avec Sandra Simon, qui était la jeune ingénieure que vous avez vue dans la vidéo et qui est vraiment très appréciée par ses clients internes et externes et qui a gagné aussi un prix de la jeunesse qui est décerné par le gouvernement espagnol. C'est vraiment deux exemples qui, j'espère, vous feront ensemble avec les témoignages que vous allez écouter pendant ce webinaire, changer votre regard sur les travail avec les personnes handicapées et vous faire oser et en tout cas avoir envie d'en savoir plus et de vouloir travailler avec ces personnes qui, comme vous le verrez, vont pouvoir contribuer à rendre vos équipes beaucoup plus divers, beaucoup plus innovants et beaucoup plus soudés. Je voudrais terminer mon speech, mon discours de bienvenue en train de citer une icône de la profession juridique qui nous a quittés récemment, qui est la juge du tribunal suprême américain Ruth Bader Ginsburg ou RBG, pardon.
qui est une personne qui malheureusement est décédée du fait d'un cancer récemment et qui s'est toujours battue pour les grandes causes, pour les droits civiques, pour les droits des femmes, et qui disait « Combattez pour les choses qui vous tiennent à cœur, mais faites-les d'une manière qui conduira les autres à se joindre à vous. » Eh bien, nous espérons que vous allez vous joindre à nous dans ce combat commun pour les juristes en situation de handicap et je vous remercie. Maintenant, je vous laisse avec Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu, qui va faire la keynote de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Elena. Je suis extrêmement heureuse de participer à cette journée. Le Cercle Montesquieu, comme vous le savez, s'est engagé depuis plus d'1 an maintenant dans cette mission, celle de travailler à l'inclusion des juristes atteints de handicap. C'est vrai que par le passé, au Cercle Montesquieu, nous nous sommes attachés à différents sujets relatifs à la diversité, et je pense en particulier, à l'instant où je vous parle, à la question de la féminisation de la profession juridique et au travail remarquable qui a été accompli par la commission DJ au féminin. Mais il est vrai que nous n'avions pas abordé de manière frontale la question du handicap dans nos professions. Et pourtant, c'est une question qui nous concerne tous. Parce que si on est homme ou femme, si on hérite de sa couleur de peau, si on découvre ou choisit son orientation sexuelle, on ne choisit jamais son handicap. C'est vrai qu'il peut arriver à chacun d'entre nous d'être atteint dans un moment de sa vie ou de voir l'un de ses proches être atteint également par le handicap. C'est donc une cause qui, à mon sens et au sens du Cercle Montesquieu, concerne tout un chacun. Chacun dans sa vie privée, chaque professionnel du droit également, sans aucune exception. Nous considérons au Cercle Montesquieu qu'elle doit faire partie de notre parcours de vie. Je voudrais profiter de cette intervention peut-être pour tordre quelques fausses idées, quelques idées reçues sur le handicap. Tout d'abord, non. Je voulais dire non, la question de l'inclusion du juriste atteint de handicap ne doit pas et n'est pas un sujet de générosité ou de solidarité. C'est un sujet qui touche bien plus profondément la question de l'efficacité et de la performance. L'accueil des professionnels atteints de handicap, de nouveaux collègues qui portent cette différence, est une source de richesse à laquelle nous devons inciter les directions juridiques à s'intéresser. Deuxième idée reçue, le handicap n'est pas nécessairement une atteinte à la mobilité physique comme on y pense souvent. Il existe de nombreuses atteintes psychologiques ou cérébrales qui portent également le nom de handicap, même si suivant les législations européennes et internationales, il y a quelques différences. Je pense en particulier à cet instant à la dyslexie, à la dysorthographie, à l'autisme, à la bipolarité. Ces difficultés sont absolument surmontables et elles engendrent même, les études scientifiques et neurologiques le prouvent, des aménagements de connexions neuronales qui, par compensation, développent des facultés alternatives qui sont parfois étonnantes. Il faut donc cesser de voir dans le handicap une diminution des facultés, mais bien au contraire, la création d'un éventail de possibles, beaucoup plus large que celui imaginé dans une équipe qui ne possède pas la chance de pouvoir intégrer un juriste atteint de handicap. Et dans une époque moderne aujourd'hui où l'innovation est un vecteur de croissance, il est évident que le profil de ce type de juriste est une réelle chance pour une direction juridique. Enfin, troisième idée reçue, et j'insiste, non, embaucher des personnes atteintes de handicap ne coûte pas nécessairement cher. On a en France un législateur qui a organisé depuis de nombreuses années la possibilité et l'encouragement des entreprises à embaucher des travailleurs atteints de handicap. Le chiffre de 6% bien connu des chefs d'entreprise et des directions juridiques, qui peut également être compensé, on le sait, par une taxe particulière, et a été un démarrage. Aujourd'hui, depuis déjà un temps certain, en addition de manière complémentaire à cette incitation à une embauche
des personnels handicapés, il y a au sein même du compte du travail la prévision d'une déduction de charges et pour toute dépense qui est effectuée soit dans le cadre de la réalisation de travaux qui permettent l'accès de locaux à des personnes atteintes de handicap, soit des dépenses qui ont pour objet la mise en œuvre de moyens humains permettant à un travailleur atteint de handicap d'intégrer une équipe, mais également les coûts des actions de formation et de sensibilisation. Embaucher du personnel handicapé ne coûte pas cher. L'État prévoit donc dans ces dispositifs une manière d'aider les entreprises dans ces projets-là. Alors nous, les directions juridiques, quel est notre rôle? Nous avons, à mon sens, un double rôle à jouer. Premièrement, parce que nous sommes les gardiens du temple, nous sommes les gardiens de l'application des lois dans les entreprises. Et nous devons veiller, c'est notre travail quotidien, notre responsabilité, à ce que l'ensemble des départements se mettent en conformité avec les règles. C'est là notre premier travail, c'est là notre premier devoir envers le législateur et envers les personnes atteintes de handicap. Et également, puisque nous sommes souvent au sein des directions juridiques impliqués dans les travaux relatifs à la raison sociale, il est important que nous puissions développer cette conscience sociale au sein de l'entreprise. Et deuxièmement, les directions juridiques doivent être exemplaires. Non seulement elles doivent veiller à ce que la loi sur le handicap soit appliquée dans l'entreprise, mais elles doivent elles-mêmes s'engager dans des programmes ambitieux pour, d'une certaine manière, être un modèle pour les autres départements. Il nous faut donc prendre très au sérieux ces questions-là et en faire un objectif qui soit tout à la fois intéressant, mobilisateur pour nos équipes et qui crée de la valeur. J'espère que cette journée convaincra de nombreux juristes, de nombreux décideurs au sein des directions juridiques à changer leur regard et à tout simplement que nous puissions leur donner envie d'aller de l'avant sur ces sujets. Je vous remercie. Fait en nous confiant l'exploitation des résultats de cette enquête. Et puis merci au Cercle Montesquieu d'avoir rejoint l'association Droit comme un H cette année. On a eu la chance, lorsqu'on a créé ce mouvement, ce collectif, d'avoir déjà les amis de la FJE avec nous. On est extrêmement fiers d'avoir l'ensemble de la communauté juridique d'entreprise qui est avec nous. Et donc, c'était un grand bonheur d'exploiter et de diffuser assez largement. Je fais un petit coucou à mes H ambassadeurs, donc les étudiants qui sont valides et en situation de handicap dans les différents campus et qui nous aident à porter la bonne parole pour que, car j'en suis sûr, vous aurez envie de recruter dès la fin de ce webinaire des talents en situation de handicap pour que vous puissiez avoir justement ces jeunes talents qui viennent vous voir. Et je suis extrêmement heureux d'être avec Marie, puisque elle aussi a rejoint le mouvement et qu'elle a une grande conviction et son métier, c'est la chasse de tête, ce qui n'est pas du tout mon expertise. Et j'espère que le binôme qui va rebondir sur les résultats que nous avons tirés des 38 réponses des directeurs juridiques qui cet été nous ont consacré un petit peu de temps. Alors vous allez peut-être dire 38, c'est un petit échantillon. Je propose à Philippe que l'on arrive sur ce slide de l'échantillon en partageant les éléments clés de cette enquête. 38, c'est déjà beaucoup plus que ce que les avocats l'année dernière, lorsqu'on a fait une enquête équivalente auprès des avocats, nous n'avions que 13 cabinets qui avaient répondu avec pas mal de sollicitations. Et même si ça faisait un petit peu de monde, chapeau aux directeurs juridiques, ils ont été bien meilleurs que les avocats, et on verra le 7 décembre prochain, puisqu'on présentera les résultats pour les avocats de la deuxième enquête, on verra s'ils font mieux. On a un échantillon en fait qui est malgré tout intéressant. Je ne pourrais pas vous donner des extrapolations statistiques comme on peut le faire avec des échantillons supérieurs à 100 personnes, mais en tout cas, on a une répartition harmonieuse entre des grandes sociétés, des sociétés moyennes qui sont donc assez représentatives du tissu économique français, et vous verrez qu'elles sont à la croisée des chemins, et puis des entreprises plus petites qui vont vous surprendre certainement dans leur investissement et leur réactivité par rapport à tout cela. Alors on va commencer, parce que c'est une belle journée, c'est une belle semaine, on va commencer par un beau résultat,
Et notamment, Marie, je crois que lorsqu'on a partagé ces premiers résultats, tu as été extrêmement surprise par ces 36 directeurs juridiques sur 37 qui sont pleins d'enthousiasme. C'est le slide suivant, cher Philippe. Tout à fait. Alors franchement, moi j'ai été donc tout d'abord merci pour l'organisation de ce webinaire. Et en tant que chasseur de tête, moi je suis ravie de pouvoir amener le sujet de la discrimination et notamment du handicap sur la table et encore plus auprès des directions juridiques. Quand vous prenez 36 sur 37, ça veut dire que 95% des directeurs juridiques ou directrices juridiques qui ont été interrogés sur la question du handicap sont sensibles au sujet. Donc c'est quand même quelque chose de super positif. Et on va pas se mentir, quand on l'a préparé, hein, cette enquête et qu'on a eu les résultats, on aurait été quand même beaucoup moins à l'aise si 95% des gens nous avaient dit non mais nous, rien à faire du handicap. Donc pour nous, c'est vrai que c'est une super bonne nouvelle. Et au-delà des retours sur cette enquête, ce qui est très intéressant, et moi je le vois, tous les jours je suis avec des directeurs juridiques et des DRH, et on sent que c'est un sujet qui intéresse les gens. Quand on l'amène sur la table, ils nous disent « Ah non, mais en fait, c'est vachement bien ». Mais ils ont un point qui est assez global, c'est concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est un deuxième point sur lequel on va rebondir ensemble, que l'enquête a pu révéler, mettre en exergue, c'est qu'il y a une intention de faire bien, mais on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Est-ce que peut-être d'ailleurs tu voudrais rebondir là-dessus et notamment… Exactement. En fait, quand on a essayé de détacher rapidement les tendances, et comme on a un temps relativement court, on va un petit peu y aller à la serpe. Le premier élément important, au-delà de l'enthousiasme de réaction, et on l'observe sur le marché en général, c'est en fait la méconnaissance. Quand vous regardez en fait dans les réponses qui ont été réalisées, des choses aussi stupides hein, que de connaître en fait le taux d'emploi dans son entreprise, qui quand même sont des entreprises assez importantes, vous le verrez, donc une information qui est partagée, qui est publique, et bien vous avez une majorité de directeurs juridiques qui ne savent pas en fait quel est le taux d'utilisation de travailleurs en situation de handicap et la situation de l'entreprise, à part 2-3 exceptions d'entreprises que l'on verra extrêmement engagées. La deuxième chose, en fait, c'est que un engagement important, ben, c'est aussi de savoir si demain on veut passer à l'action, est-ce qu'on peut avoir du support? Il y a dans les entreprises, notamment d'une certaine taille, des missions handicap qui peuvent vous équiper. Laure, tout à l'heure, parlait des dispositifs de l'AGEFIP, de financement, d'accompagnement, et le fait de découvrir que ce n'est pas un coût supplémentaire, loin de là, mais que c'est quelque chose d'aider. Après, ce sont des dossiers un petit peu complexes, quelquefois, à engager, mais les missions handicap savent le faire. Et puis, on a une présentation, on a une démonstration par Philippe Trottin des produits Microsoft, de ce que les informaticiens peuvent faire aujourd'hui. Mais en fait, on a découvert une assez faible culture juridique, alors des juristes, pardon, sur le digital et l'aide qu'il peut avoir. Alors moi, je suis d'une génération où j'ai démarré comme avocat avec un dictaphone, donc c'est vrai que pouvoir dicter mes courriers, en fait, c'est ce que j'ai fait quand j'étais très jeune, et aujourd'hui la technique permet de le faire tout seul. Eh bien, ce sont des choses qui ne sont pas investiguées, et finalement, en fait, les gens font le constat, on aimerait bien y aller, on n'a pas eu d'expérience, mais on ne sait pas vraiment par où prendre le problème. Alors, on s'est dit, c'est peut-être un phénomène de taille. Et on s'est dit, on va faire 3 populations, on va faire les grandes entreprises, on va faire les petites, et puis on va prendre les moyennes. Et il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'on s'est dit, bon, finalement, plus c'est gros, plus c'est facile, et peut-être qu'il y a quand même un enthousiasme beaucoup plus fort. Alors oui, en général, l'identification, la visibilité de la mission handicap, des responsables handicap est importante. Vous avez un pourcentage de personnes qui connaissent le taux de RQTH qui est loin d'être négligeable. On a eu des chiffres en plus, hein, l'objectif de 6% que Laure rappelait tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a des sociétés qui sont au-dessus. Alors je vais prendre les plus célèbres, hein, qui sont en général Orange et la SNCF, qui essaient d'être très en avance sur ces politiques de handicap. Mais vous avez des moyennes qui sont entre 2 et 3, ce qui correspond aux moyennes nationales qui sont à 3,20. Et puis après, même les accords avec la Directe, donc qui est un contrat en fait sur 5 ans, où vous engagez avec un accompagnement à pouvoir être plus volontaire sur votre politique de handicap. Vous avez tout un tas d'éléments qui vous obligent à formaliser votre politique
et qui vous permettent d'avoir plus d'aide. Donc on s'est dit, dans les grandes entreprises, ben, c'est vrai, en plus, il y a même des directions juridiques qui ont pour une plus de 15 personnes en situation de handicap. Alors c'est vrai que la direction juridique a plus de 200 collaborateurs. Alors on s'est dit, les petits, ça doit être beaucoup plus dur, et ça c'est le slide suivant. Et en fait, on voit que dans les moins de 1000 salariés, certes, ils n'ont jamais eu d'expérience avec des jeunes en situation de handicap ou des personnes en situation de handicap, mais finalement, il y a un niveau de connaissance. Alors, est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est le fait d'être un peu moins important? Mais en tout cas, il y a une certaine sensibilité sur cette situation du handicap pour les directions juridiques qui y sont sensibles. Alors, où le bas blesse, c'est plein d'espoir et on a l'enthousiasme en plus d'avoir avec nous dans cette table ronde celui que je crois être celui qui dans les entreprises moyennes porte le drapeau et certainement celle qui est la seule au-dessus du panier. Lorsque l'on regarde donc les sociétés intermédiaires, c'est le slide suivant Philippe, on voit que entre 1000 et 10 000 salariés, en fait, on est vraiment un petit peu en difficulté. Alors, très certainement, Marie va revenir dessus, c'est une question de taille et d'absorption, de capacité d'absorption de la direction juridique, de pouvoir être le nez au-dessus du capot et pas être trop sous pression et s'occuper de ce type de questions. Mais en fait, vous voyez que, notamment sur la politique d'inclusion, et ça, à la limite, vous le savez pas, juste si vous vous intéressez à votre entreprise, on est très en retrait par rapport aux deux autres populations. Alors, je ne sais pas si ce choix entre les tailles des entreprises était un élément important, mais Marie, toi qui recrutes beaucoup pour ces différents segments, quelle a été ta réaction par rapport à ces résultats, avant qu'on puisse passer à la progression? Ok, juste sur la question de taille, effectivement, quand vous avez une direction juridique, vous avez 20 ou 30 personnes, il est naturellement plus facile d'intégrer une personne en situation de handicap. Par contre, il y a quelque chose, et vraiment je veux rebondir sur ce que disait Laure tout à l'heure, on ne recrute jamais une personne en situation de handicap pour faire plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec Laure là-dessus, et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est très clair. Quand on prend une personne en situation de handicap, c'est d'abord et avant tout pour ses compétences. Et au final, quand on lise, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le nombre de salariés dans l'équipe, finalement, ce qui va être ce qui va faire la différence, ça va être la volonté d'une individu, enfin d'une personne. Et ça va être soit parce qu'il va être touché à titre personnel, ou alors parce qu'il a eu une histoire qui lui a permis de rebondir dessus. Mais très globalement, au-delà de la question de la taille, c'est vraiment une envie personnelle. J'accélère un petit peu parce que je pense qu'on est pris par le temps, mais voilà, nous en tous les cas sur la question de la taille, c'est pas vraiment le seul critère qui va être important. Alors c'est vrai que l'espoir est grand, donc comment est-ce qu'on peut faire pour progresser? Et on a pris un petit peu la même grille de lecture, si vous en êtes d'accord Philippe. On a pris d'abord les éléments de progression sur qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui, en fait, ça bloquait? On a demandé aux entreprises, qu'est-ce qui se passe chez vous? Et vous voyez que suivant la taille, en fait, on a quand même deux tendances qui en plus justifient l'existence à la fois de Marie et de Droit comme H. C'est qu'en fait, il y a quand même une question de sourcing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à avoir des révélations, alors chez les jeunes en situation de handicap, mais aussi les seniors, donc où est-ce qu'on trouve la compétence? Et ça, c'est vrai qu'un des premiers jobs qu'on a à faire avec les jeunes en situation de handicap, c'est de préparer une sorte de coming out, puisque, hélas, ils se cachent un petit peu et ils sont dans une société, notamment dans le domaine du droit, où l'excellence, alors particulièrement chez les avocats, mais aussi dans les entreprises, fait qu'on ne veut pas, entre guillemets, partager, même si c'est un terreau de talent, cette situation de handicap. La deuxième chose, c'est l'accompagnement du poste, c'est-à-dire ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire tous les éléments qui vont faire qu'on va faciliter à la direction juridique et à ses collaborateurs la capacité à accueillir un collaborateur en situation de handicap. Et c'est vrai que, en fait, au-delà de la connaissance, il y a aussi un problème de temps, et vous voyez que les questions de sous-effectifs sont quand même importantes. On a finalement eu très peu de gens qui ont dit bon, on peut pas faire parce qu'on a des problèmes de baisse d'activité. On confond souvent handicap, comme l'a rappelé Laure,
et sous-productivité, eh bien en fait pas du tout. Et en plus il y a des talents qui obligent à une adaptation. Et moi, si je suis arrivé dans le handicap, en fait, c'est pour l'apport en termes de management, notamment dans les populations d'avocats qui sont pas forcément celles qui sont le mieux préparées au management. Et puis il y a une réponse sur la Covid, mais ça on reviendra tout à l'heure. La bonne nouvelle, donc, c'est qu'il y a plein de places possibles sur des salariés en situation de handicap. Il y a des sociétés qui ont déjà fait l'essai. C'est vrai qu'au niveau des sociétés moyennes, il va falloir quand même beaucoup les accompagner pour arriver à mieux faire. Marie, on voit ces sous-effectifs. Tu as écrit un beau papier sur le digital qui doit normalement améliorer la productivité. En plus, quand on a des problèmes de mobilité, en général, on n'est pas mauvais en digital. Tu es plein d'espoir par rapport à ce premier diagnostic sur les difficultés? Alors oui, le point, c'est que Atorus Executive, c'est un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur les fonctions juridiques et RH. On n'est pas spécialisé sur les handicapés, mais ce qu'on voit, si je rebondis sur ta slide, sur la problématique de sourcing, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un énorme paradoxe dans la situation, c'est que le jour où on a mis le doigt sur cette problématique de handicap, on a eu un problème, c'est que les clients nous disent, bah voilà, moi je suis complètement ouvert à des candidats qui sont en post-positionnement RQTH, mais la difficulté qu'on a, c'est qu'on a du mal à sourcer des candidats qui sont dans cette situation. C'est-à-dire que les candidats qui sont en situation de handicap, on comprend, c'est que c'est souvent des gens qui n'ont pas des niveaux d'expérience et des niveaux de diplôme qui sont très élevés. Donc on a une vraie problématique de sourcing de candidats qui sont en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'une association comme Droit comme Âge, qui permet de faire le lien entre les étudiants en droit et les entreprises, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est rassurant pour le marché. Concernant la situation du handicap, vous parlez beaucoup du Covid, mais c'est quand même un paradoxe qu'on a actuellement, c'est que les personnes, ce que je comprends et quand j'échange avec des personnes en situation de handicap, nous indiquent, c'est que c'est des gens qui sont habitués à télétravailler, qui sont habitués à s'adapter, et ce qu'on a pu voir de l'actualité en ce moment, c'est vrai que la crise nous emmène à nous adapter complètement. Et le paradoxe de la situation, c'est que les gens qui sont en situation de handicap, ils font ça depuis toujours. Donc, logiquement, ils devraient être même favorisés. Mais la réalité du terrain fait que, effectivement, l'année est vraiment très compliquée d'un point de vue recrutement. Donc, forcément, on va encore plus les discriminer. Je veux quand même indiquer un chiffre qui est super important parce que c'est celui qui m'a le plus marqué depuis que je travaille sur ce sujet, c'est le 1%. 1%, c'est la chance que vous avez, la probabilité que vous avez d'être employé si vous êtes une femme cadre en situation de handicap. Ça veut dire, à contrario, 99% de chance, malchance, je ne sais pas, d'être au chômage dans cette situation-là. Donc, c'est quand même assez marquant. Sur la question du digital, pour en revenir à ton point de ta question, très clairement, ça va faciliter les choses. Et on voit bien notre manière de travailler aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 6 mois. Et très facilement, on peut se dire, puisqu'on travaillera de plus en plus à distance, puisqu'on travaillera de plus en plus de manière digitale, les handicaps qui peuvent être par exemple moteurs sur les jambes n'ont peut-être plus vraiment d'impact pour les équipes. Donc nous, en tous les cas, on est persuadés en tant que recruteur que ce qui est important, c'est quand on fait un recrutement sur une personne, qu'elle soit en situation de handicap ou valide, il faut d'abord se concentrer sur les compétences et avec le digital, ça va nous amener des solutions pour faciliter ces recrutements. Voilà. C'est vrai que… je suggère Stéphane et Marie, parce que là, on va devoir passer à la table ronde. On a la conclusion, la conclusion pleine d'espoir, qui est l'intention d'accueillir des jeunes en situation de handicap. Et vous voyez que les entreprises sont volontaires. Donc, ça veut dire à la fois aux jeunes, préparez-vous et allez voir les entreprises, elles ont envie de vous. Ça veut dire Droit comme Âge, comme Atorus, qu'on doit vous aider aussi. Vous parliez tout à l'heure de se former, de se préparer, de vous faire rencontrer des jeunes talents en situation de handicap. Et je vais reprendre les rôles modèles. C'est vrai qu'on suit chaque année à peu près 15-20 jeunes en situation de handicap pour en faire des rôles modèles. Et ils sont totalement incroyables et on en a une grande passion les uns les autres. J'espère que ces éléments vous fourniront la base pour un beau débat et je vous passe la parole en vous remerciant pour votre accueil. Merci beaucoup Stéphane et Marie. Et là maintenant, on va continuer à parler avec Marie et avec d'autres spécialistes, des juristes, vraiment un panel d'exception qui va aussi être modéré par une personne d'exception, Corinne Caillot, journaliste dans Le Figaro,
Et Bonjour donc, à tous. Corinne, c'est à toi. Alors, Ethan, nous venons de le voir dans l'enquête qui nous a été présentée. Les directions juridiques sont dans leur grande majorité prêtes à recruter un collaborateur en situation de handicap. Vous êtes la preuve vivante que ce ne sont pas là de 20 mots, mais bien chose possible, puisque vous êtes vous-même juriste, fiscaliste et malentendant de naissance. Depuis près d'1 an, vous exercez au sein de la direction juridique et fiscale du CIC. Vous êtes chargé de clients internationaux. Alors, quand nous avons préparé cette table ronde ensemble et que je vous ai demandé comment s'étaient déroulés vos entretiens d'embauche, votre première réponse, ça a été de me dire que vous vous étiez appuyé sur les atouts de votre candidature, finalement, comme tout un chacun en somme. Mais je vous ai également demandé comment la question de votre handicap avait été abordée. Et là, vous m'avez dit, moi, j'ai une astuce que je glisse dans mon CV. Alors, Ethan, est-ce que vous voulez bien nous dévoiler cette astuce? Bien sûr, tout à fait. Effectivement, bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, je souhaitais d'abord défendre ma candidature à égale compétence. Et l'astuce que j'ai, puisque j'ai un handicap qui n'est pas forcément visible au premier abord, puisque même si je suis appareillé bilatéral auditif, ça se voit pas forcément. L'astuce que j'ai, c'est de mettre sur le CV que parmi les langues maîtrisées, je maîtrise la langue des signes française. En fait, c'est bien sûr un particularisme vraiment personnel, puisque je viens d'une famille sourde. Et généralement, ça intrigue forcément celui qui vous interroge, celui avec qui vous passez l'entretien. Et là, forcément, vous pouvez glisser un mot en ce sens. Et du coup, forcément, ça permet de voir que ça permet de dédramatiser un peu la situation et justement de dévoiler que ça. Voilà, un peu d'attiser la curiosité de l'interlocuteur. Donc, la personne responsable des ressources humaines a bien remarqué dans votre CV, dans la rubrique langue, en dessous de l'anglais, en dessous de l'espagnol, en dessous de l'italien, il y avait la mention langue des signes française, donc dont vous précisez que c'est votre langue natale. Voilà. Langue maternelle, tout à fait, puisque je n'ai appris qu'à parler tardivement. C'est la première langue que j'ai maîtrisée, c'était vraiment la langue des signes de mes parents. Alors, Ethan, il vous a également été demandé si vous aviez besoin d'un aménagement particulier de votre poste de travail, tout en vous précisant que si tel était le cas, ce n'aurait pas d'incidence sur votre recrutement. C'était important, ça, que ce phénomène soit souligné, ce point soit souligné? Oui, c'est toujours rassurant. Ça participe à la mise en confiance? Oui, absolument. Ça participe à la mise en confiance, ça permet de rassurer. Bien sûr, si tout se passe bien, il n'y a aucun souci. Et surtout, on n'évoque pas forcément naturellement son handicap lors de sa candidature. Pour ma part, je ne l'avais pas évoqué. J'ai souhaité d'abord défendre ma candidature à égale compétence. Et oui, ça permet de rassurer et de pouvoir en discuter avec la personne intéressée, justement, la RH, lors de mon recrutement au sein du CIC, il y a 1 an. Et du coup, ça permet justement de lever ce qui pourrait être un tabou. D'accord. Ethan, de quel type d'aménagement est-ce que vous avez eu besoin? Alors, pour ma part, c'est vraiment propre à chacun. Étant donné que j'ai une surdité moyenne, je n'ai pas vraiment d'aménagement au cas particulier. J'ai eu des aménagements, on va dire, personnalisés au sens j'avais un casque adapté au travail, un haut-parleur adapté également pour travailler, pour bien entendre. Et puis, j'ai bénéficié surtout, et ça c'est toujours important, de la bienveillance de ma manager, de mes collègues. Ma manager a également, lors de mon recrutement, après la prise de mes fonctions, m'a également prise à part pour me dire que s'il y avait besoin d'aménagement, de ne pas hésiter à le souligner, même si bien sûr, au sein de CIC, il y a un référent handicap, la médecine du travail est également là pour accompagner. Donc, je me sentis vraiment accompagné dans ces démarches, dans le monde de l'entreprise. Oui. Donc, dans votre cas, pas de dispositif complexe à mettre en place concernant votre poste de travail. Alors, une fois qu'on est engagé, une fois qu'on est dans la place, comment est-ce que les choses se déroulent avec les collègues?
sachant qu'en entreprise, une personne qui a la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH, n'est pas tenue d'informer sur la nature de son handicap. Donc, est-ce que vos collègues vous ont posé des questions ou est-ce que c'est vous-même qui leur avez parlé de votre surdité? Alors, c'est moi-même qui ai choisi de parler de ma surdité. Bien sûr, mes collègues n'ont pas forcément posé la question. J'imagine pour ne pas froisser, justement, pour ne pas. Généralement, on évite de poser ce genre de questions à une personne qui serait nouvellement recrutée. Et j'ai choisi moi-même d'en parler à mes collègues après ma prise de mes fonctions, une ou 2 semaines après. Ça permet aussi de briser un peu la glace, bien sûr, de ne pas hésiter à en parler. Ça permet de prévenir aussi. C'est pas parce que on prévient que forcément il va y avoir un mauvais impact. Au contraire, ça permet justement de prévenir un éventuel quiproquo, dans mon cas, qui pourrait arriver. Et donc, il n'y a pas eu de problème. Bien sûr, j'imagine que mon handicap, qui peut être quand même visible, au sens où je suis appareillé, je porte des appareils auditifs au quotidien, a dû susciter des questions. Mais pour ma part, ce n'était pas le cas. Et j'ai choisi d'en parler, puisque il faut pas hésiter à vraiment prévenir, à être demandeur. Ethan, vous m'avez dit également qu'il vous était arrivé d'éprouver le syndrome de l'imposteur, dans le sens où vous vous sentiez toujours dans l'obligation de vous adapter pour être au niveau. Comment en fait ça se traduit concrètement quand vous qualifiez, vous parlez de ce syndrome de l'imposteur? Oui, c'est peut-être un peu fort comme terminologie, mais en fait, simplement, il faut savoir que déjà pour quelqu'un qui finit ses études, on connaît la différence de taille entre les études, dont l'enseignement est souvent universitaire et souvent très théorique. Donc, il y a forcément une différence entre la théorie et la pratique. Et quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on appréhende un peu justement ça. Alors, imaginez pour une personne qui est en situation de handicap, qui a une différence. Cette différence, elle peut faire peur. Et du coup, on se sent toujours dans la nécessité. Enfin, pour ma part, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça un peu le syndrome de l'imposteur. On est un peu dans l'obligation de s'adapter. Pour ma part, c'est vraiment très personnel comme ressenti. Mais je pense que, si vous voulez, pour revenir à mon propre parcours, j'ai commencé d'abord par des stages en cabinet d'avocat, dans un univers qui est très policé, où il y a souvent un culte de l'apparence, de la performance, dans le métier d'avocat, et même dans les professions juridiques, comme l'a très bien dit Stéphane, c'est un univers qui tend à l'excellence. Donc forcément, quand on est étudiant, handicapé, on peut quand on sort des études, on peut justement ressentir le besoin de s'adapter. Et ressentir la nécessité, il faut s'adapter, et on a peur de ne pas être au niveau, puisqu'on manque un peu d'expérience, et du coup, forcément, c'est mon ressenti. Donc, il faut toujours s'adapter, essayer bien sûr de s'adapter au sens où on a peur que le handicap soit synonyme de manque de performance pour les autres personnes, au sens qu'il y a des aménagements. Donc, c'est pour ça que j'ai ressenti ce syndrome qui est peut-être un peu fort de l'imposteur. Alors Ethan, quel conseil donneriez-vous à de jeunes juristes en situation de handicap qui se lanceraient demain sur le marché du travail? Alors, c'est très bête à dire, mais je pense qu'une personne en situation de handicap ne doit pas hésiter à oser. Il faut pas qu'elle hésite, il faut qu'elle soit demandeur au sens, faut pas qu'elle si vous voulez, c'est qu'elle s'auto-censure au sens où elle a une différence. Faut pas qu'elle complexe sur cet aspect-là, puisque cet handicap, cette différence est aussi synonyme de richesse. Elle peut apporter déjà des vraies qualités en termes d'adaptation. Elle a de persévérance, du fait que très souvent, elle a connu beaucoup plus de difficultés que d'autres n'ont pas rencontrées. Et je pense qu'il ne faut pas qu'elle se limite, qu'elle s'auto-censure. Il faut qu'elle ose, qu'elle n'hésite pas non plus lorsqu'elle voit que la personne est très bienveillante, bien sûr, d'en parler. Je pense que c'est le plus grand conseil que je pourrais donner justement à ces personnes-là, c'est d'oser, être demandeur, ne pas s'auto-censurer, ne pas reculer devant la peur, les éventuelles difficultés qu'on pourrait avoir. Et montrer, vous m'avez dit, effectivement, le maître mot, montrer ses compétences, vous m'avez dit prouver qu'on peut être utile, mais aussi montrer un peu sa différence, vous m'avez dit. Oui. Non, je pense que ça pourrait intervenir
en second temps, mais aussi, le cas échéant, lors d'un entretien, lorsqu'on l'a recruté, en cours du travail. Je pense qu'il faut pas, c'est aussi synonyme de richesse, il faut pas vraiment le cacher. C'est facile à dire, c'est plus difficile de le mettre en œuvre, mais je pense que c'est le premier conseil que je pourrais faire. Ethan, je vous remercie pour ce témoignage. Philippe Trottin, je me tourne vers vous. Dans le cas d'Ethan, son handicap ne nécessite pas d'adaptation complexe de son poste de travail, mais nous l'avons vu dans la vidéo qui nous a été présentée avec Sandra, la jeune espagnole. Certains handicaps peuvent demander des aménagements importants. Donc le numérique est un moyen qui permet de favoriser l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Quel type d'outils mettez-vous à disposition des salariés handicapés? Alors en fait, il y a effectivement, c'est un sujet qui concerne pas simplement d'ailleurs les juristes, mais toute l'entreprise. Moi, j'ai à la fois une fonction de référent handicap chez Microsoft France et en même temps, je suis en charge des sujets d'accessibilité numérique. Donc je côtoie tout un tas de collaborateurs qui viennent me voir pour mettre en place des adaptations. Et en fait, on dispose de nombreuses solutions. Alors en fonction des typologies et des problématiques de handicap. En fait, les solutions numériques sont de différentes natures. On a à la fois des outils, là on voit, j'essaye de mettre en place par exemple du sous-titrage grâce en fait à de la dictée vocale qui est inclus dans un document Word, qui me permet quelque part de pouvoir proposer à des gens qui nous suivraient et qui auraient des difficultés en fait auditives, de pouvoir suivre en fait notre conversation. Alors c'est encore des technologies qui sont récentes et qui sont encore perfectibles. Particulièrement en français, l'anglais est quand même beaucoup plus avancé que ce qu'on a aujourd'hui en français, mais ça permet quand même en tout cas d'avoir énormément d'éléments. Après, dans les outils, on a des outils, alors le pendant en fait de cet outil existe aussi sur un téléphone mobile, donc on peut faire de la dictée vocale à travers son téléphone mobile. Donc quand on rencontre un interlocuteur, on peut imaginer un juriste qui rencontre par exemple un client ou quelqu'un de l'entreprise. Il peut très bien sortir son téléphone, activer l'équivalent de cette dictée vocale, et il va avoir une retranscription textuelle de tout ce qui a pu être dit dans l'échange, et donc pouvoir comme ça mieux comprendre en fait ce que son interlocuteur lui dit. Donc ça c'est un exemple concret. Après, sur des handicaps visuels, on a sorti l'année dernière une application alors qui est intéressante puisque c'est une application qui a été développée par un développeur non-voyant dans l'entreprise. Donc, il a développé en fait, une application qui s'appelle Seeing AI, qui est disponible sur iPhone, qui est gratuite, et qui permet en fait, grâce à la caméra de son téléphone, par exemple, de lire un document. Donc, on peut imaginer qu'on a une difficulté visuelle, on prend son téléphone, on lance l'application, on positionne son téléphone au-dessus de son texte et on va avoir de la lecture en fait de ce texte automatiquement. On va pouvoir prendre en photo un environnement, je ne sais pas, je rentre dans une pièce, il n'y a personne. Je prends une photo, je vais avoir la description en fait de l'environnement dans lequel. Donc en fait, ce type d'outil va redonner cette possibilité voilà. Alors concernant des vidéos, je crois qu'il y a des choses spéciales qui ont également été développées chez Microsoft. Oui, alors sur les aspects vidéo, le point qui est important dans le handicap, en fait, il y a deux aspects. Il y a les outils qui sont utilisés par les personnes handicapées ou en situation de handicap. Donc, ils vont utiliser ces outils d'adaptation pour pouvoir travailler, collaborer, échanger de l'information avec tout le monde. Mais il y a aussi, évidemment, dans sa propre pratique, en tant qu'individu, notre façon de communiquer. On peut communiquer de façon inclusive ou on peut ne pas communiquer de façon inclusive. Donc, typiquement, sur les vidéos, on est en capacité, grâce à un outil comme Stream, par exemple, de publier une vidéo et de pouvoir en avoir un sous-titrage automatique. Donc, ce qui va permettre, si on publie une vidéo et qu'on la fournit à quelqu'un, de s'assurer que cette vidéo est bien sous-titrée de façon automatique. D'ailleurs, dans la vidéo qu'on a vue en introduction de Sandra, j'ai rajouté du sous-titrage. En l'occurrence, c'était le week-end dernier, je n'avais pas eu le temps de le faire pendant la semaine. Mais voilà, typiquement, en l'espace de 45 minutes, j'ai récupéré tout le texte et puis après, je l'ai calé comme il faut par rapport au moment où Sandra parlait, où j'ai corrigé quelques erreurs de compréhension. Mais ça m'a permis comme ça de pouvoir rajouter du sous-titre très facilement et d'avoir une vidéo qui du coup est plus inclusive dans sa consommation. Philippe, est-ce que ce sont ces mêmes outils auxquels l'administration et les grandes entreprises doivent désormais avoir recours pour rendre accessible leur site internet aux personnes en situation de handicap, comme la loi les y oblige depuis le 1er octobre dernier?
Oui, alors effectivement, le décret de l'année dernière, de juillet dernier, qui est rentré en application au 1er octobre, à la fois pour le secteur public et pour les grandes entreprises du secteur privé, donc de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. En fait, leur problématique, c'est le décret, son objectif, c'est de viser à ce que les services numériques de l'entreprise soient accessibles. Alors, qu'est-ce que c'est un service numérique? Ça va être principalement le site web, le site intranet de l'entreprise, et puis tout un tas en fait d'outils, sachant que aujourd'hui, un collaborateur en situation de handicap qui serait dans une entreprise, s'il n'a pas les outils adaptés, pourrait très bien se retourner vers l'entreprise. Il y a une loi contre la discrimination en entreprise. Et donc déjà, même malgré cette loi et la mise en accessibilité de ces services numériques, l'entreprise avait déjà ses obligations indirectement. Donc non, pour pouvoir accessibiliser ces services, nous on a mis un peu plus de 2 ans et demi à transformer l'ensemble de Microsoft en tant qu'entreprise accessible, donc transformer l'intégralité de nos services pour les rendre accessibles. Et on a mis à disposition des entreprises un outil qui s'appelle Accessibility Insights. Donc on peut aller sur le site accessibilityinsights.io pour le télécharger. C'est un outil open source qui permet de tester l'accessibilité d'un site, d'une application mobile, d'une application Windows, et de le rendre accessible. Philippe, un mot peut-être sur l'application JobNow qui permet aux jeunes adultes qui souffrent notamment de troubles du spectre de l'autisme de se préparer aux entretiens d'embauche, sachant que c'est un outil aussi qui permet de sensibiliser les recruteurs au comportement des handicaps. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on verra à l'issue en fait de cette présentation la vidéo en fait associée en clôture de cet événement. En fait, cette application vient du fait que l'année dernière, on a pris la décision chez Microsoft de créer une session spécifique de notre école de formation sur l'intelligence artificielle pour recruter, pour prendre une quinzaine de candidats et les former au métier de l'intelligence artificielle. Et ces 15 candidats étaient neuroatypiques. Et donc, on a eu ce challenge de pouvoir mettre en place un accompagnement pour pouvoir justement permettre à ces candidats de pouvoir correctement faire leurs études. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en complément pour leur permettre finalement de plus facilement rentrer dans les entreprises à l'issue de cette école. Donc j'ai été voir un partenaire qui était spécialisé dans la réalité augmentée et qui a développé en fait une solution. Donc on met un casque de réalité augmentée de réalité mixte sur la tête, nos casques HoloLens. Et dans l'environnement réel, on a un hologramme qui est projeté, qui est l'hologramme en fait d'un recruteur qui va commencer en fait à poser des questions au candidat. Le candidat va pouvoir lui répondre et à l'issue de cet entretien, on va avoir finalement une synthèse de l'entretien et tout ce qui a pu être dit. Et on va analyser le comportement de la personne. Est-ce qu'il a regardé le recruteur au niveau du visage? Est-ce qu'il a répondu rapidement? Est-ce qu'il a eu un débit vocal peut-être trop important? Donc on va lui donner des conseils et lui permettre finalement d'améliorer en fait ces entretiens. Alors on a fait cette application en partenariat avec Pôle emploi qui nous a aidé sur les textes, en tout cas les questions posées aux candidats lors d'entretiens de recrutement. Alors, on le verra tout à l'heure dans la diffusion de la vidéo, le résultat est assez impressionnant, effectivement. Mathieu Guérino, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là, oui. Bonjour. Bonjour Mathieu. Mathieu, vous êtes directeur juridique au sein du département contrat des laboratoires Servier. Ça a été évoqué précédemment, la tentation est souvent grande d'opposer handicap à performance. Or, vous avez eu dans votre équipe une personne malvoyante qui, pour compenser son handicap, avait mis une stratégie en œuvre, une stratégie simple et efficace lors de ses présentations. Alors, comment cette personne s'était-elle organisée? Alors, merci. Effectivement, j'ai eu dans mon équipe l'année dernière une personne qui était malvoyante et qui effectuait un stage chez nous dans le cadre de l'école d'avocats, puisque cette personne voulait et aujourd'hui a rejoint un cabinet d'avocats, d'ailleurs sur Paris. Et c'est une personne que le Cercle Montesquieu avait accepté, et je le remercie beaucoup, de m'accompagner lors de la dernière édition des Grenelles du droit et qui avait eu la possibilité de s'exprimer, ainsi que beaucoup d'autres juristes. Ce qui m'avait effectivement frappé,
et ça a été rappelé très justement par Laure tout à l'heure, c'est que ce sont peut-être des personnes qui effectivement ont certains handicaps et qui, de ce fait-là, développent aussi d'autres capacités et peut-être beaucoup plus que ceux qui ne souffrent pas du même handicap que eux. Et en l'occurrence, cette personne m'avait particulièrement frappé, je dirais, lors d'une présentation qu'elle avait effectuée pour l'ensemble du département. Donc, on était un peu plus d'une trentaine de personnes qu'elle avait préparées avec d'autres. Et en fait, elle connaissait l'ensemble de la présentation par cœur. Et c'est vrai que de ce fait-là, il y avait une maîtrise et je dirais une communication à propos de cette présentation qui était beaucoup plus qualitative, beaucoup plus persuasive que ce que la plupart des juristes auraient pu faire ou font d'habitude lorsqu'ils ont la capacité de se raccrocher au texte, tout simplement parce que lui, du fait de son handicap, ne pouvait pas facilement voir le texte. Et donc, avait développé une connaissance et une maîtrise des sujets au-delà de cette présentation beaucoup plus forte que, je dirais, la moyenne des juristes. Et donc, effectivement, c'est ce que disait Laure, essayer de faire de ce handicap une richesse en développant d'autres moyens et d'autres capacités pour pouvoir réaliser son métier. Et je voudrais en profiter peut-être pour tordre le cou, et ça a été dit par Laure, à cette idée que on associe souvent le handicap à des emplois un peu subalternes, et le fait de pouvoir découvrir qu'effectivement il y a des personnes qui souffrent de handicap et qui exercent des métiers hautement qualifiés est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on arrive à communiquer plus, parce que je pense que c'est une grande injustice qui est rendue là. Alors, la question est aussi de savoir ce que ça apporte aux équipes. De fait, est-ce que la qualité des présentations de ce collaborateur a mis un peu de pression sur le reste de votre équipe? Est-ce que l'intégration de cette personne handicapée a donc participé à une meilleure performance de vos équipes? Une certaine émulation, oui, tout à fait. D'ailleurs, la qualité de la présentation en question avait été vraiment soulignée par l'ensemble des participants. Et effectivement, ça crée une certaine émulation au sein des équipes. Tout à fait. Comment, côté client, est perçu le fait de compter parmi son équipe une personne en situation de handicap? Alors, c'est plutôt bien vu. Parce que effectivement c'est toujours comme c'est pas encore très très commun, c'est bien vu parce qu'ils savent que c'est pas si ça paraît pas évident, d'autant que je pense que l'enquête le montre très bien, on n'est pas assez renseigné et donc du coup on imagine toujours que c'est assez difficile ou on ne sait pas comment s'y prendre, et là on voit que la direction juridique finalement a fait l'effort de passer outre peut-être la difficulté qui consiste surtout à de la méconnaissance en fait, et donc c'est plutôt bien vu comme vraiment allant dans le sens de l'inclusion, et dans la mesure où en plus la personne a absolument toutes les capacités pour traiter un juriste, pour traiter un dossier à l'instar d'un autre juriste, c'est vraiment quelque chose qui est souligné. Est-ce que cet engagement social d'une entreprise a un impact à l'extérieur sur la façon dont l'entreprise peut être perçue différemment? Oui, très certainement, dans la mesure où vous pouvez avoir des négociations et des rendez-vous avec des clients. Alors là, ça n'a pas été tellement le cas me concernant, puisque c'était un stage d'un élève avocat, mais dans la mesure où on pourrait envisager, effectivement, et je l'envisage tout à fait, de pouvoir prendre des personnes en CDD ou en CDI, ça doit avoir un impact plutôt favorable, effectivement, sur la façon dont on perçoit l'entreprise à l'extérieur. Alors, un des freins au recrutement d'une personne en situation de handicap, c'est la peur de l'inconnu, ça a déjà été dit. Alors, comment pallier cette appréhension? Marion Brook, vous êtes donc chasseur de tête. Comment faire en sorte que lorsqu'il y a cet élan, comme on l'a vu dans l'enquête qui nous a été présentée, c'est le cas chez les juristes, comment faire en sorte que cet élan se transforme en acte, et comment procède-t-on concrètement pour recruter une personne en situation de handicap?
Alors merci pour cette question. Le premier point, et ce que disait très justement Mathieu il y a quelques minutes, on s'est rendu compte qu'il y a souvent une volonté de faire et on ne le transforme pas parce qu'il y a une méconnaissance. Donc quand vous êtes dans une structure qui est assez grande, premier élément, vous pouvez vous renseigner auprès de vos RH. Où très souvent, il peut y avoir des missions handicap et vraiment, c'est cette démarche positive d'aller se renseigner. Ça, c'est la première chose. Nous, de notre côté, et Elena le disait tout à l'heure, on a fait un espèce de prospectus, un état des lieux. D'ailleurs, si vous le souhaitez le recevoir, n'hésitez pas à nous communiquer votre email, où en fait, on donne quelques conseils pour des gens qui sont en situation de recruter potentiellement des gens pour poser les bonnes questions. Comme le disait tout à fait très justement Ethan, il y a différentes situations quand vous êtes en situation de handicap qui est visible ou non visible. Quand vous êtes un handicapé en situation visible, quand ça se voit, en fait, vous n'aurez pas les mêmes problématiques quand ça ne se voit pas. La difficulté quand vous êtes côté recruteur, comment faire quand le handicap ne se voit pas? Comment faire parler la personne? Et cette difficulté est d'autant plus grande qu'en France, nous, on n'a pas le droit de poser des questions sur le handicap. En fait, le Code du travail nous interdit de poser toutes les questions qui sont trop directes. Par exemple, nous, on n'a pas le droit de demander à une personne quel est votre handicap ou est-ce que vous êtes, par exemple, sourd de naissance. Ça, c'est des questions que nous, on n'a pas le droit du tout de poser. Et donc, on est amené à poser des questions de manière totalement différente. Alors concrètement, comment faites-vous parce que ça a l'air un peu compliqué, la façon dont vous nous expliquez les choses. De quelle marge de manœuvre disposez-vous? Alors, c'est compliqué, c'est pas compliqué, parce que en fait, c'est juste un pli à prendre et une manière d'aborder les choses. Ethan le disait très justement tout à l'heure, quand il a mis langue, il a rajouté langue maternelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est en situation de handicap, soit elle va mentionner, et très souvent il le mentionne dès la première ligne, bénéficie d'un statut RQTH, ou alors vous allez avoir souvent dans les activités, vous allez voir que la personne va avoir une forte implication dans des associations type handicap. Et nous, en recruteur, dans ces cas-là, on peut justement aller sur ces sujets-là en disant « Ah ben tiens, j'ai vu que dans votre CV, vous êtes impliqué dans une association qui peut aider des handicapés. Ok, très bien. Autre remarque que je me suis faite, dans les personnes qui sont en situation de handicap, souvent, ils ont des trous dans leur CV. Et très simplement, poser la question, qu'est-ce qu'il s'est passé? Après, vous pouvez aussi poser les questions de manière totalement indirecte et impliquer la personne en face de vous. Vous pouvez très bien poser une question simple en disant, voilà, le jour où vous intégrez notre équipe, comment voulez-vous qu'on vous présente au reste de l'équipe? Est-ce que vous voulez ou non qu'on mentionne que vous êtes handicapé? Qu'est-ce qu'on doit dire? Autre question que vous pouvez très bien poser très simplement, c'est de dire, si vous êtes recruté demain, quels sont les aménagements dont vous aurez besoin? Et on peut très bien se rendre compte que finalement, il n'y a pas besoin de tant d'aménagements que ça. Voilà, donc toujours est-il que, en tous les cas, nous, en tant que recruteurs, on peut poser des questions mais de manière indirecte. Et l'idée, c'est vraiment d'amener la personne en situation de handicap à nous présenter comment solutionner le problème. Cela étant dit, pour tout un chacun, vous vous basez tout d'abord sur les compétences techniques avant toute chose. Oui, un recrutement, quoi qu'il se passe, on part sur deux types de compétences. On va appeler ça les hard skills, les compétences techniques. Et quand un client vient me voir, quand il recherche un directeur juridique, et on l'a vu en particulier en période de Covid, c'est qu'il soit excellent en droit des contrats, qu'il soit excellent sur une problématique technique. En deuxième élément, une fois qu'on a validé les compétences techniques, on va sur les compétences comportementales, dites soft skills. Et c'est là où justement une personne en situation de handicap peut avoir des soft skills qui sont plus développés que d'autres. Les différentes présentations qu'on a pu voir aujourd'hui nous ont permis de comprendre que, notamment ce qu'expliquaient Mathieu et Ethan, les personnes en situation de handicap sont habituées à s'adapter. Donc, du coup, ils vont développer certaines soft skills et c'est là où ça peut être intéressant pour nous en tant que recruteurs de dire, vous voyez, ce candidat, il est parfaitement compétent techniquement et en plus, sur les compétences comportementales, donc soft skills, il a ça et ça et ça en plus.
On évoquait tout à l'heure l'émulation que ça pouvait susciter dans une équipe. Est-ce que suite à des recrutements que vous avez effectués pour des clients, vous avez eu des retours sur cette émulation ou ce que ça a apporté de positif aux équipes de vos clients? Oui, je fais vraiment référence à une cliente qui est directrice juridique qui nous a dit quelque chose assez fort. Ça rejoint un peu ce que disait Mathieu. Elle disait, ben voilà, la personne qui arrivait en situation de handicap, ils avaient fait un binôme, une espèce de duo, pour que la personne qui était en situation de handicap facilite son intégration, et la personne qui était valide était vraiment censée l'aider. Et en fait, ce qu'elles se sont rendues compte, c'est que finalement, la personne qui était en situation, qui était valide, et ben en fait, ça l'a également vachement tiré vers le haut, ça lui a appris énormément de choses. Et globalement, au sein de l'équipe, les gens ne venaient plus se plaindre parce qu'ils avaient mal à la tête, quoi. Quand ils voyaient qu'il y avait une personne à côté d'eux qui était en situation de handicap, qui se plaignait jamais, qui est toujours force de proposition, ça tirait les gens vers le haut, et donc c'était très positif. On l'a évoqué brièvement tout à l'heure, en période de crise sanitaire, c'est encore plus compliqué de recruter des personnes en situation de handicap? Alors, c'est un peu tôt pour faire cette réponse. Voilà, on est en plein deuxième confinement, donc c'est un peu tôt de vous dire est-ce que c'est un phénomène qui est spécifique au handicap ou pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un processus actuellement pour un poste de juriste de droit social, et dans les entretiens, il y a un candidat qui est RQTH, et le client m'a dit que c'était pas un problème pour le rencontrer. Donc, je ne sais pas si c'est un peu trop tôt pour vous le dire, je ne sais pas si le confinement et le contexte de crise va être particulièrement compliqué pour les recrutements pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'il va l'être de manière générale pour tout type de poste. Mais après, ça c'est vraiment mon ressenti. Alors, je vous posais juste la question parce que dans le cadre de cette semaine européenne du handicap pour l'emploi des personnes handicapées, la secrétaire d'État Sophie Cluzel a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'effectivement, il ne fallait pas que les personnes en situation de handicap soient la variable d'ajustement, dans le sens où effectivement, on risque d'avoir pas mal de personnes qui vont se retrouver au chômage, et qu'il ne fallait pas non plus oublier les personnes en situation de handicap. Je rebondis juste là-dessus, effectivement sur cette problématique. Vous voyez que là, en novembre 2020, on a une destruction d'emplois qui est à peu près de 800 000 cadres, donc c'est énorme. Les populations les plus touchées sont évidemment les juniors, les seniors, et également malheureusement, les personnes en situation de handicap. Merci pour ce chiffre que je n'avais pas. Comment finalement encourager les recruteurs à briser les tabous, Marie? L'information. Je pense que à titre personnel, on en avait parlé quand on avait fait cette préparation. Moi, en tant que recruteur, la première fois que je me suis retrouvée devant un candidat en situation de handicap visible fort, j'avais été complètement gênée et perturbée. Je ne savais pas vraiment un peu comment prendre l'entretien, et je savais pas trop quelles questions poser. Pour être très honnête avec vous, je pense que j'étais particulièrement mauvaise et particulièrement gênante parce que je savais pas comment m'y prendre en fait. Alors le contexte était un peu particulier, vous me l'avez dit. Est-ce que vous voulez développer là un petit peu? Oui, c'était une situation qui était très particulière parce que le candidat m'avait pas indiqué qu'il avait un handicap physique, il avait pas de bras, et en fait du coup ça m'avait vraiment mis mal à l'aise. Stabilisé, bien sûr. Peut-être très naïvement, mais je m'étais dit mais comment il va travailler en tant que juriste dans une boîte, comment il va faire en fait, et du coup ça m'avait vraiment perturbée. Et de ce jour-là, je me suis dit, ok, j'étais très mauvaise, très bien. Et ce que je me suis fait, c'est quand Stéphane Baller nous a parlé de droit comme âge, je me suis dit, évidemment, il faut que je me renseigne. Et le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est renseignez-vous, voir comment on peut réussir en des bonnes questions. Il y a quand même pas mal de sites qui sont faits sur le handicap en France aujourd'hui, où il y a pas mal de conseils. Après, il faut se tourner vers des associations exactement comme Droit comme H. Je pense que l'équipe de Stéphane Baller répond toujours présent pour répondre à nos questions quand on ne sait pas comment aborder les sujets.
Et en fait, moi, ce qui me met le plus à l'aise, c'est justement de dédramatiser. Et finalement, quand vous arrivez sur une situation un peu gênante, essayez d'en rire ou essayez de sortir de la situation. L'humour, effectivement, ça peut être un moyen de surmonter bien des choses, en tout cas. Merci Marie. Pour clore cette table ronde, je cède la parole à Aymar de Franqueville, qui est directeur juridique et conformité pour la France et les Pays-Bas du groupe ADECO. Et vous êtes également membre de l'Association française des juristes d'entreprise. Oui, merci de me donner la parole et de me confier cette lourde tâche qui est de faire la conclusion d'un événement qu'on a assisté, qui a été très riche en chiffres, en témoignages et en informations. Effectivement, en tant que délégué régional de la FJE Rhône-Alpes et directeur juridique du groupe ADECO en France, c'est avec plaisir que je vais vous faire part en fait de mon expérience du sujet dans ces deux univers. Tout d'abord, au sein de la FJE, c'est un sujet qui nous est cher, qui est porté par nos entreprises adhérentes et notre président, Marc Mossé, qui a fait de l'inclusion, donc du handicap, un sujet majeur. En tant que juriste, on trouve effectivement que le respect et la dignité sont au cœur de notre culture. Nous sommes d'ailleurs membres fondateurs de l'association Droit comme un H et j'en remercie et j'en profite pour remercier encore Stéphane Baller de porter ce beau projet et qui nous réunit aujourd'hui. Au sein d'ADECO, c'est une notion sur laquelle on travaille depuis plus de 30 ans. En 2019, juste un chiffre, on a mis environ 5000 personnes par an en situation de handicap à l'emploi chez nos différents clients. Donc, nous œuvrons dans ce sens, nous faisons pas mal de lobby auprès des différents gouvernements et vous avez peut-être vu passer l'année dernière dans la loi Pénicaud la possibilité maintenant de créer des entreprises adaptées de travail temporaire, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans la mise à l'emploi de personnes qui sont en situation de handicap. Donc les choses avancent et un petit partage très humble de ma part au sein de ma direction juridique où on est une trentaine de juristes et j'ai trois juristes qui sont en situation de handicap. Ils ont tous une bonne formation et c'est ce qui m'a apporté lorsque on les a embauchés et c'est ce qui est très important, c'est la formation. Et en tant que recruteur, ils avaient la bonne formation pour le poste que nous avions à pourvoir. Donc chacun remplit bien ses services. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir 3 personnes en situation de handicap au sein de mon équipe? En fait, sur le plan technique, ça ne m'apporte rien, puisque ça ne m'apporte pas plus que d'avoir des juristes qui ont la formation qui va bien pour le poste qui va bien. Donc techniquement, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Par contre, sur le plan de la cohésion d'équipe, j'y vois beaucoup d'avantages. D'abord, il y a eu au sein de nos équipes de bienveillance, d'écoute, d'émulation entre les juristes. Une des juristes est malentendante, donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on s'adapte. On parle plus lentement, on articule, elle lit sur les lèvres, donc pour nous, c'est très facile de pouvoir avoir des réunions avec elle et on ne voit pas beaucoup de différence. En cette période de sanitaire, c'est un peu compliqué parce que comme on est tous masqués quand on est au bureau, inutile de vous dire que la pauvre personne est un peu fatiguée à la fin de la journée puisque… Vous n'utilisez pas de masque inclusif? En fait, il faut, donc oui, mais très honnêtement, ça n'avait pas été pensé quand tous les masques ont été créés et commandé par le groupe. Donc, on a demandé des masques inclusifs. Et pour le joke, si vous voulez, quand je l'ai demandé, on m'a dit, bah, tiens, on va lui donner un masque inclusif. Je lui ai dit, mais c'est pas ça du tout. C'est pas elle qui doit le porter, c'est nous. Donc, vous voyez, dans les réflexes que l'on a, on n'est pas encore expert. Mais donc, oui, mais c'est en commande. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, c'est fatigant pour elle. J'ai un autre paralegal, il n'est pas juriste, qui a un handicap un peu plus lourd et qui est autiste. Il fait ses tâches administratives remarquablement bien.
Et en termes de cohésion d'équipe, en ces périodes où on est beaucoup en télétravail, mais lui doit être au bureau parce que pour ses tâches, il faut qu'il y soit, il y a un tour. Donc, automatiquement, les juristes se sont proposés pour dire on va pas le laisser tout seul. Donc, en fait, on fait des roulements. Il est toujours accompagné. Et en tant que manager, j'ai rien eu à dire. Donc, vous voyez, en cohésion d'équipe, moi, j'y vois vraiment un bel avantage. Et j'en ai un autre où je ne sais pas de quel handicap il souffre, puisqu'il m'a déclaré le fait qu'il était en situation de handicap. Comme disait Marie, on n'a pas juridiquement l'autorisation de lui demander la raison pour laquelle il n'a pas voulu le faire, donc on respecte. Et donc je travaille complètement normalement avec cette personne-là, qui n'a pas de... je ne sais pas exactement ce dont elle souffre, mais on travaille de façon normale. Donc, par ce partage et en guise de conclusion, je dirais que s'il faut qu'on démystifie, il faut démystifier, pardon, et il faut dédramatiser ce sujet, et je pense que c'est lors de ce genre de réunion où on peut faire nos partages d'expérience, où on peut se mettre tous autour de la table et de se dire que finalement, c'est pas si compliqué. Oui, c'est pas simple. Oui, ça prend du temps. Donc, je pense que tout comme chez Microsoft ou chez nous ou dans d'autres entreprises adhérentes de la FJE, ce sont des notions qui sont prises en compte depuis 20 ou 30 ans, mais les choses avancent, on avance avec beaucoup d'humilité et que, à titre personnel, je peux vous dire que manager une équipe avec des personnes en situation de handicap, c'est pas plus compliqué que de manager une équipe où il n'y en a pas, et je dirais même plus, c'est enrichissant, puisque la richesse est dans la différence et dans la différence, et que en tant que manager, j'y trouve presque un avantage. Merci. Merci beaucoup les panélistes et Marc pour cette belle conclusion. Je me demande s'il y a des questions dans l'audience. C'est vrai que bon, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour, Florence Petley-Béguin, directrice juridique de Pfizer. Je tenais avant tout à vous remercier pour toutes ces interventions qui ont beaucoup d'écho et de sens. Et c'est juste un témoignage, en fait. Dans mon expérience de 30 ans en tant que directrice juridique, j'ai eu l'occasion d'accueillir à 2 reprises 2 personnes handicapées. Et comme vous, en tant que manager, j'ai trouvé vraiment que ça apportait énormément de richesse, d'écoute et de bienveillance dans l'équipe. Merci beaucoup. Merci Florence pour cette intervention qui appuie les témoignages qu'on a écoutés tout au long de ce webinaire très riche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Mathieu. Oui, bonjour, Mathieu Juglar, avocat, président de Droit Commun H. Merci à tous, au Cercle Montesquieu et puis à Microsoft et à la FJE d'avoir organisé ce bel événement qui est très intéressant et qui illustre bien le dynamisme des entreprises dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Puisque nous avons parlé tout à l'heure d'autres pays, et notamment en début de réunion, et que notre hôte de chez Microsoft est également, si je comprends bien et si j'entends bien, d'origine espagnole, j'aurais voulu avoir un petit aperçu de la prise en compte du handicap, justement, dans les autres pays, notamment en Espagne, puisque moi je suis né dans les années 80, c'est vrai qu'à l'époque, la ONCE faisait figure de leader quasi mondial dans la prise en compte du handicap visuel. Alors, je pose cette question, tout simplement, est-ce que, de manière plus globale, le handicap est pris de manière dans d'autres pays et qu'est-ce que cela implique peut-être pour l'embauche de juristes en situation de handicap.
Oui, et en plus, si je peux me permettre, pour compléter, on a un de nos collègues directeurs juridiques chez Safran qui est non-voyant et d'origine espagnole, et je crois qu'Elena a eu un entretien très intéressant avec lui sur le handicap visuel en Espagne. Ouais, Ángel Ballesteros, oui. Exactement. Oui, tout à fait, Ángel Ballesteros. Je dirais qu'en Espagne, il n'y a pas une grande différence au niveau du pourcentage des personnes handicapées qui travaillent dans les sociétés. Donc, c'est à peu près comme en France. Mais c'est vrai, Mathieu, vous avez vraiment raison de mentionner la ONCE, qui est une entreprise, enfin, l'une des entreprises principales partenaires et aussi client final de Microsoft, et dont son but, c'est vraiment de l'insertion professionnelle des personnes en état de handicap. Donc, elle est vraiment très, très importante et elle est connue, elle est vraiment très, très connue en Espagne et un grand client de Microsoft. Donc, c'est vrai qu'à travers la fondation de la ONCE, beaucoup de personnes handicapées, au début, c'était plutôt du handicap visuel, mais en réalité, maintenant, c'est tout genre de handicap, ont retrouvé du travail grâce à eux. Et on a pu tester beaucoup de nos produits et de nos fonctionnalités de handicap grâce à ces grands clients qui est la ONCE. Au niveau de l'international, je ne sais pas si Philippe, tu as des chiffres ou des témoignages plus concluants au côté États-Unis que tu pourrais partager avec nous. Alors déjà, nous, on a eu notre annonce la semaine dernière puisqu'on a annoncé qu'au niveau mondial, on avait un taux d'emploi qui était à 6,1%. Donc avec un pourcentage en fait aux États-Unis qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut avoir dans des filiales comme par exemple la France. Et en fait, si on regarde un peu l'Europe, il y a finalement l'Angleterre qui est assez en avance sur ces sujets autour du handicap, et puis les pays d'Europe du Nord qui ne font moins de différence, ou en tout cas qui ont une capacité finalement à intégrer les personnes plus facilement. Voilà. Donc, mais j'ai pas d'autres chiffres plus spécifiques à partager, non. On peut peut-être donner un éclairage supplémentaire, c'est de voir en fait, ce qu'on le voit avec des étudiants français, c'est que le système éducatif anglo-américain, voire des pays nordiques, est beaucoup plus accueillant et dès le plus jeune âge, comme on commence à le faire en France, pour donner une ouverture aux jeunes en situation de handicap. Après, c'est vrai que Marouane célébrait sa mission handicap d'université pour que on puisse travailler avec ces missions handicap. On les fréquente depuis un certain temps dans les facs de droit, et c'est vrai que les échos sont très hétérogènes. On a eu aussi, Philippe, pour la dernière de l'été, l'estivale du H-After de droit comme H qui avait été fait avec Microsoft, un point de vue d'une étudiante coréenne à Séoul, et c'est un petit peu elle qui m'a poussé à faire tout ça. Et c'est vrai qu'en Asie, en fait, c'est intéressant parce que la prise en compte du handicap est beaucoup plus en recul par rapport à ce que nous avons dans nos civilisations. Donc, on a encore des efforts à faire. Et pour répondre à ta question, Mathieu, comme le disait Laure au début, en fait, on a des définitions, qui sont très hétérogènes suivant les juridictions et des systèmes d'accompagnement qui sont très différents. Mais c'est vrai, on n'a pas parlé aussi du continent africain. Il commence à y avoir maintenant des réflexions, et je crois que Philippe est engagé là-dessus, sur justement, et là avec l'évolution du digital et l'explosion sur l'Afrique, comme sur des pays un petit peu compliqués en infrastructure comme l'Inde, eh bien c'est vrai qu'il y a une carte à jouer pour combiner digital, handicap, et la Covid en fait est en train d'accélérer les choses, tout comme les mutations qu'on peut observer dans les directions juridiques ou dans les cabinets d'avocats, où je pense que demain, beaucoup d'éléments de handicap seront très différemment reçus. Tu as eu les honneurs du journal télévisé de France 3, tu as raconté quelque chose de très intéressant qui était évoqué par Laure, c'est de dire « moi j'entends le mensonge ». Et c'est vrai qu'il y a des choses, vous avez des qualités, développé des qualités pour contrebalancer votre situation de handicap que nous n'avons pas. Et moi, j'ai une grande conviction, c'est que travailler en binôme, déjà, quand on est valide, on est plus intelligent que tout seul. Mais alors, quand on le fait avec une personne en situation de handicap, et je crois que
La dernière fois que j'ai vu Mathieu avec son élève avocat non-voyant, je le trouvais encore différent. Il était déjà sympathique naturellement, mais il avait encore pris plus de dimensions. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette vue internationale. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose, et je rebondis sur ce que tu dis, Stéphane, à propos du travail à distance. C'est vrai que c'est formidable, hein, les outils numériques ont évidemment changé la vie notamment des handicapés visuels, mais je pense de toute personne handicapée. Aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Je pense qu'on nous aurait dit, à un non-voyant il y a 40 ans, il y a 50 ans, demain vous lirez un document presque comme tout le monde, il ne l'aurait jamais cru. Je crois cependant qu'il faut se méfier d'un piège. La numérisation peut entraîner paradoxalement une forme de solitude. Aujourd'hui, un handicapé, quel qu'il soit, et je pense même un collaborateur, quel qu'il soit, doit pouvoir travailler en équipe et doit pouvoir se réunir en équipe. Or, le grand danger de la numérisation, c'est qu'aujourd'hui, les partages d'écran, on le sait, ne sont pas encore accessibles. Et moi, je me suis revu il y a 25-30 ans, quand je débutais mes études et que j'étais encore un petit garçon. À l'époque, le braille n'était concevable en informatique que sous MS-DOS, enfin sous des interfaces de console. Donc c'était des interfaces excessivement textuelles. Évidemment, aujourd'hui, elles sont totalement dépassées. Et lorsqu'il s'agissait de parler de Windows, on disait « Oula, mais c'est des environnements graphiques ». Alors, je pense que la solution, nous allons la trouver. Ce sont des professionnels de l'informatique qui vont nous la trouver. Mais il faut qu'on s'y mette très vite et il faut qu'on soit prudent. Parce que partager un écran, c'est très bien, mais on va exclure non seulement un public déficient visuel, mais je pense aussi tout un public qui va avoir une mauvaise qualité de réseau. Peut-être que d'autres solutions sont envisageables, je ne sais pas, après tout, je ne suis pas informaticien, j'essaye de faire tourner mon système, mais je m'arrête là. Mais les compétences qu'il va falloir développer, notamment chez Microsoft, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de travail déjà fait, les compétences sont encore, et je dirais plus que jamais, nécessaires aujourd'hui. On est d'accord, il y a du travail devant nous. Malheureusement, on va s'arrêter là parce qu'on dépasse vraiment les temps. Merci beaucoup pour votre participation et pour toutes les personnes qui ont contribué à cet événement. Il y a eu beaucoup de travail, donc vraiment merci à tous. Et on continuera à faire d'autres événements avec les partenaires, avec le Cercle, la FJE et Microsoft Atorus et Droit commun H. Merci. Et Philippe, merci, si tu veux, tu peux lancer la vidéo. C'est parti. Bonjour, je suis Madame Dupont, responsable du service des ressources humaines. Je suis ravie de vous recevoir. Jomna est une application pour HoloLens 2 qui permet aux jeunes adultes ayant des troubles du spectre autistique de s'entraîner à l'entretien d'embauche. Jomna répond à deux objectifs. Permettre aux candidats présentant les troubles du spectre autistique de s'entraîner. Sensibiliser les recruteurs au comportement de candidats atypiques. Je commence par un mail et je fais le tour de tous les sujets que tu veux la. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez me parler de votre formation? À l'issue de l'entretien, le candidat peut recevoir un bilan personnalisé par mail. L'application est également disponible sur ordinateur. Et là, c'est la fin. Merci beaucoup à tous. Et on continue à discuter par mail. Merci à toutes et